Parlons des systèmes sociaux tels que nous les voyons à travers Expert 5K. Les systèmes sont tout autour de nous, on en distingue deux types, les systèmes biologiques et les systèmes sociaux qui nous intéresseront ici. Les systèmes biologiques sont les cellules, les organismes vivants, tels que les animaux, les plantes, leurs espèces, et nos organes, par exemple, qui interagissent entre eux selon une modalité systémique. Les systèmes sociaux, d'abord on va définir ce qu'est un système social. Un système social est créé par le rassemblement d'individus, donc d'entités singulières, qui s'engagent dans la poursuite d'un objectif commun. C'est-à-dire ils sont liés entre eux par une décision d'aller atteindre tel ou tel objectif. Ça peut être reproduire une espèce, et là on s'adresse au monde animal, tel que les fourmis, certaines espèces de fourmis fonctionnent comme des systèmes, les termites, les abeilles. Les hommes, dans le monde des hommes, eh bien, on a par exemple des équipes de sport collectif, une association, une entreprise. L'économie est en principe, repose en principe sur un fonctionnement systémique. Voilà. Donc comment ça marche? On sait que les systèmes, on a des définitions très classiques et l'une des plus connues, c'est ben voilà, les systèmes sont des entités dont la dimension est plus élevée que la somme des éléments qui le composent. Et c'est très vrai. Mais ça ne nous donne pas le fonctionnement interne au système. On a depuis 1550 une autre définition très intéressante, celle-là, qui nous dit les systèmes sont des entités plurielles, effectivement, singulières, mais dont les éléments sont liés entre eux par une loi bien spécifique. Et nous, avec Expert 5K, nous avons défini cette loi. Comment ça marche? Bien, un système, quel qu'il soit, doit être capable d'assurer ces 5 fonctions de changement, de conservation, de feedback, d'adaptation et de lien entre ces 4 fonctions périphériques. Le changement parce que le système doit sans cesse s'adapter à son environnement. La conservation car tout ce qu'il ne fait n'est pas ajouté. Et donc il doit, quelle que soit la contrainte de l'environnement, pouvoir conserver ce qui lui convient bien. Le feedback pour donner le feedback précisément sur comment l'équilibre entre changement et conservation s'établit. Et puis l'adaptation, c'est propre au système. Et ça, c'est une fonction qu'on ne trouve pas dans les définitions occidentales des systèmes. La fonction d'adaptation, elle gère les paramètres qu'un système doit gérer afin d'assurer son intégration dans son environnement et donc son adaptabilité à son environnement. Voilà ce qu'est la loi systémique et comment ça fonctionne. Elle dit donc, cette loi systémique, un système se crée dès lors que les éléments qui le composent se distribuent la responsabilité des 5 fonctions systémiques. C'est-à-dire on peut avoir, et on va voir là 4 exemples, des systèmes de fourmis, systèmes abeilles, systèmes équipes de sport co, etc. Eh bien, les éléments, les joueurs, les individus, etc., vont se distribuer, vont prendre la responsabilité d'une de ces 5 fonctions. Et parce que ces fonctions vont rester liées, donc ça c'est une décision de ce groupe, donc c'est instinctif chez le monde animal, mais évidemment chez l'homme ça relève d'une décision de toujours trouver et conserver l'équilibre, en particulier entre changement et conservation. Quand on a pris cette décision et que chacun se distribue les responsabilités de ces 5 fonctions systémiques, alors on fonctionne comme un système quelle que soit la raison d'être. Voyons quelques exemples. Une équipe sur le terrain, eh bien, elle doit transformer le score, donc la transformation est assurée par les attaquants, la conservation est assurée par les défenseurs, le feedback, et c'est très important ici de comprendre ça, est assuré par les quelques éléments de l'équipe qui sont expérimentés et capables de donner un feedback en temps réel. L'adaptation, c'est le capitaine
qui en est responsable, de repositionner s'il le faut, de changer un système de jeu au cours du jeu, etc. Et sont assurés, les liens entre les joueurs évidemment, sont assurés par le distributeur de jeu qu'on appelle encore le pivot. Okay. S'agissant d'un projet, eh bien là encore, on a le projet dans ses changements. Le premier des changements, c'est l'initialisation du projet, c'est-à-dire passer de rien à un projet de projet. Son exécution, l'exécution des missions qui sont liées au projet. L'évaluation, donc des réunions de feedback. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? Quels sont les savoir-faire qui nous manquaient? Quels sont ceux qu'on vient d'acquérir? Quelles décisions ça nous amène à prendre? Etc. Ça, c'est du feedback. En général, sauf si on a une personne responsable de la qualité, ben, c'est un acte managérial qu'on va poser. Néanmoins, cette fonction doit être satisfaite. On a évidemment le chef de projet, dont le rôle n'est pas d'être chef, mais le rôle est de faire en sorte qu'il y ait adaptation à tous les niveaux, c'est-à-dire entre l'individu et l'équipe chargée du projet, et le projet et l'équipe elle-même dans l'environnement plus général qu'est l'entreprise. Et enfin, on a une fonction de coordination. Donc, si on a de nombreuses, si c'est un très gros projet, une personne sera chargée de cette coordination. Si c'est une petite équipe, on posera des éléments, soit de tableau de bord, soit de réseau social interne à l'entreprise, etc., pour qu'il y ait constamment une fonction de coordination entre les acteurs liés au projet. Et puis on a l'entreprise, un autre exemple. L'entreprise, elle est sans cesse à jongler entre le développement, le marketing, les ventes, la R&D et la production, c'est-à-dire la capacité de produire ce qui va être mis soit de transformer une innovation en un nouveau produit ou en un produit évolué, soit de produire de manière à pouvoir vendre sur un marché qui a été repéré. Okay. Et donc, là encore, on a une fonction de contrôle qui va aller chercher à la fois l'efficacité, le niveau d'efficience ou d'efficacité de l'entreprise, sa pertinence en termes de positionnement, par exemple, la qualité de l'entreprise dans son ensemble. On a la gouvernance qui, encore une fois, n'est pas là pour jouer au chef, mais qui est là pour gérer les paramètres, une fois de plus, d'adaptation en interne entre l'ensemble des individus et l'entreprise, et en externe entre l'entreprise et ses environnements, car l'entreprise a deux composantes, une composante économique et une composante sociale. Et la gouvernance d'une entreprise systémique, c'est d'assurer une adaptation tant d'un point de vue économique et d'aller chercher une profitabilité que d'un point de vue social, de s'inscrire dans un territoire de manière à la plus respectueuse, sinon harmonieuse. Et puis évidemment, on a un ensemble de fonctions de lien qui sont la RH, le système d'information, la communication interne, externe, qui va pouvoir assurer une cohérence entre les quatre fonctions précédentes. Dernier exemple choisi ici, eh bien, c'est l'intelligence collective, puisqu'une équipe est un système, c'est-à-dire un système dont l'intelligence est plus élevée et de dimension est supérieure, si on peut dire, à la simple somme des intelligences des membres de l'équipe. Et effectivement, et on le verra dans une autre présentation, l'intelligence se compose de 5 formes d'intelligence. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Une intelligence novatrice, capable et qui s'intéresse au changement, qui s'intéresse à la novation, au renouvellement, à l'exploration de l'inconnu, à l'anticipation. Une intelligence bâtisseuse qui sait formaliser, qui sait instaurer des process pour réaliser les choses et qui sait les réaliser et qui sait en plus extraire des savoir-faire qu'elle saura transmettre. L'intelligence du recul,
C'est cette capacité à s'extraire et des problèmes décisionnaires, etc., et des problèmes opérationnels, de manière à redonner à tous les acteurs un feedback, hein, on est bien dans la fonction de feedback, et ce n'est pas donné à tout le monde. On voit souvent des excès de jugement, d'évaluation abusive, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde de posséder cette culture, cette intelligence, pardon, du recul. Donc c'est un vrai talent. Et puis on a l'intelligence décisionnelle, celle qui est capable de voir les choses à 360 degrés interne-externe, de, 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 de comprendre l'ensemble des éléments, de synthétiser qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui est solution, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui serait encore mieux, etc. Et surtout de décider, c'est-à-dire de trancher. Et les individus qui ont cette forme d'intelligence ont souvent plaisir à décider. Ça n'en fait pas d'eux euh, des personnes en recherche de pouvoir, abusives, etc. Ça fait d'eux simplement, et on en retrouve même dans notre adolescence, hein, si on se souvient au lycée ou en camp, en vacances, etc. Certains prenaient des décisions avec le plaisir, sans forcément s'imposer aux autres. Et puis on a l'intelligence lieuse, celle qui est capable de repérer des idées, des projets, des individus dont elle pense qu'ils doivent être liés par une information, par une rencontre, par des liens plus formels. Et ces intelligences-là sont rarement, excellent rarement dans les 4 autres fonctions. Par contre, elles en sont le pivot, comme on a vu avec le sport par exemple, elles en sont vraiment le ciment. Voilà, ça, je finis ici d'illustrer ce qu'est un système et comment ça s'exprime avec ses fonctions systémiques, s'exprime dans notre vie sociale. Pour plus d'informations, je vous invite très fortement à découvrir la vidéo Vos couleurs systémiques et puis à passer votre test, votre profil systémique et à aller télécharger éventuellement un PowerPoint qu'on appelle système et couleurs systémiques qui rentre beaucoup plus profondément dans la notion de système et de couleurs systémiques.